Bonjour, nous sommes vendredi 28 juin, c'est l'échéance de fin de mois, de fin de trimestre, c'est bien les jours, hein, il n'y a pas d'échéance de contrat, mais il y a parfois des habillages de bilan sur les indices, donc c'est semestriel aussi, trimestriel, semestriel, fin de mois évidemment. Et donc, parfois, il peut y avoir des mouvements un peu bizarres. Alors, il y a peut-être déjà eu quelque chose, parce qu'on a démarré entre 8 et 9 en force, et derrière on a rebaissé, dans le vide, vraiment dans le vide. Euh, C'est-à-dire que on a quand même du volume, et je vais revenir sur cette explication. Mais sinon, on a baissé avec, allez, on va dire 300 millions, et puis là, on remonte un petit peu actuellement. Alors, on a les élections dimanche, donc on est dans une situation un peu faites vos jeux, ou alors, bon, vous avez fait ce qu'il fallait faire et vous attendez maintenant le choc. Euh, Qu'est-ce qui peut animer les marchés d'ici ce soir? Bon, il y a évidemment la statistique américaine sur l'inflation, tout à l'heure à 14h30, ça c'est important, bien évidemment. Et on verra surtout l'impact sur le marché américain. Globalement, on a une volatilité implicite à 24, on a un marché orienté à la baisse sur le plan technique, mais ça peut facilement monter, enfin rebondir ou même rebaisser sans rencontrer de fortes contreparties. Ça, c'est vraiment la première des choses parce que la vol implicite, elle est venue du fait que beaucoup se sont couverts. Et comme ils se sont couverts, ils sont un peu moins vendeurs potentiels. Comme ils sont couverts, ils sont même prêts à acheter. Et comme ils se sont allégés aussi sur certains dossiers, ils sont prêts à revenir. Oui, donc ça peut aller très vite. Euh, sur le plan des prises de position, les portefeuilles sont allégés. En tout cas, nous, on l'est depuis longtemps, puisqu'on avait allégé dans la zone des 8000, 8100, 8200. Et depuis, on a fait du stock picking essentiellement en gardant beaucoup de liquidités. J'ai continué ces derniers temps à faire ça, mais c'est vrai que depuis maintenant une semaine, j'ai pratiquement pas acheté d'actions, j'ai rien fait. Alors, comment on peut aborder les choses? Profiter de la volatilité à 24, ça c'est important. Donc vente de put, vente de call, pourquoi pas? Vendre un straddle, strangle, caper ou pas? Alors, ça, ce sont des choix, hein. Si vous faites de l'effet de levier, il faut le caper. Si vous ne faites pas d'effet de levier, c'est-à-dire que bon, un contrat à 7005, ça veut dire 75 000 euros sur le CAC 40. Voilà, si vous jouez des contrats en partant de la valeur nominale au comptant, voire allez, une fois et demie, l'effet de levier, c'est pas la mer à boire, il n'y a pas de problème, on peut patienter. Mais l'idée, c'est de se dire, si ça part à la baisse, est-ce que j'accepte d'être acheteur, par exemple, vers 7000? Et si ça part à la hausse, est-ce que j'accepte d'être vendeur vers, par exemple, 7008? Vous voyez, des choses comme ça. Bon, on va dire 7002, 7008, c'est les deux zones. Partons aussi du fait que le mouvement de baisse pouvait aller jusqu'à 7200. C'est comme ça qu'on le voyait au départ, potentiellement, mais la stratégie, c'était de dire, enfin, le scénario privilégié, c'était on va certainement rester une majorité du temps entre 7005 et 7008, et voire 7750. Et voilà, là, on est un peu en dessous. On a fait 85, hein, c'est pas méchant. Je parle du futur, hein, toujours. Donc, c'est pas méchant. Et là, on remonte déjà un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de forte conviction vendeuse. Ce qu'on observe sur ces marchés, vous voyez, quand vous avez une hyper régularité comme ça sur le CAC 40, ça c'est important de le regarder, plus 1,90, la forte hausse, moins 2,77. Il n'y a rien, on a l'impression qu'ils sont en file indienne, du plus fort au plus mauvais, on va dire, au niveau de la performance, mais il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de moins 8 ou de moins 7 ou de même de moins 4, vous voyez. Donc on peut penser qu'il y a quelques cibles, mais comme L'Oréal, il y en a une en fait, hein. Airbus, l'impact, la suite de l'impact il y a quelques jours, où elle avait perdu 8, 8, 9, 10%, mais rien de très méchant. Donc, les volumes, c'est quoi? C'est l'arbitrage avec les indices, futur, panier de valeur, les options, et cash contre, par exemple, Eurostox. On pourrait dire, j'achète Eurostox, je vends CAC et j'encaisse une surperformance des valeurs européennes hors CAC 40. Des choses comme ça, hein, c'est des possibilités. En tout cas, toutes ces stratégies montées sur des scénarios de divergence de performance peuvent animer la cote et peuvent expliquer certains comportements et appuyer sur le fait que
eh bien, on est dans une situation de sous-performance plus forte des marchés français par rapport aux autres marchés européens. Parce que justement, les opérateurs vont dans cette idée, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'en effet, cette sous-performance, c'est ce qu'il faut jouer pour la suite. Donc, comme ils le font, évidemment, ça appuie sur, ça amplifie sur cette divergence de performance entre le CAC et l'Eurostoxx. Mais ça ne présage pas, c'est un pari, ça ne présage pas forcément de la suite des événements. Au contraire, si jamais, par exemple, une majorité de droite, pas si extrême que ça, et puis avec un gouvernement, imaginons que ce soit le Rassemblement national aux commandes, vous allez certainement constater, enfin j'en sais rien, hein, bien sûr, mais il est possible que il y ait quand même entre ce qui est dit, promis, annoncé et la réalité un gap important. Donc voilà, les marchés pourraient très vite revenir à la raison, euh, surtout les sociétés qui ne font pas la majorité de leur chiffre d'affaires en France. Ce qui est regardé, c'est le un tiers, souvent, et vous avez des listes de valeurs ou par exemple Bouygues qui fait plus d'un tiers en France, avec aussi Bouygues Télécom et tout. Ben écoutez, elle a bien été tapée, Vinci avec les autoroutes, etc. Bon, il n'y a rien de dramatique pour l'instant. Les opérateurs se préparent au choc. On a un indicateur de confiance qui est plutôt favorable, c'est le l'euro-dollar. L'euro-dollar, il n'est pas si moche que ça. Alors ce matin, je vois qu'il est plutôt autour de 1,0690, 1,07, vous voyez là. Bon, il hésite, hein, ça fait un bout de temps qu'il est vraiment hésitant. Depuis quelques jours, depuis quelques heures, on peut mettre évidemment le graphique en une heure, par exemple. Bon, bah écoutez, voilà, depuis le vendredi 14 juin, le fameux point bas du CAC 40, il est totalement stable. Il a fait des rebonds, des replis, des rebonds, des replis. L'idée étant que le driver de fond dans le pipeline, c'est quoi? C'est que le dollar finira par baisser parce que la Fed finira par baisser ses taux. Ok. On va dire que c'est la force de rappel. Mais bon, en dehors de cela, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment affecté, notre euro. Voilà. Donc, une situation d'attente de choc, où le pire n'est jamais certain, où l'idée, c'est plutôt d'essayer de profiter de cette volatilité implicite extrêmement importante. 24, c'est fort. Ça me rappelle, bon, la situation pourrait me rappeler de très loin. Tout à l'heure, je disais sur BFM, Maastricht, 1992. Dans la semaine, la vol était passée de 20 à 45 le vendredi. Mais à l'époque, c'est parce que les markets n'avaient pas les capitaux aussi nécessaires, on n'avait pas les mêmes outils, c'était le début enfin, c'était le début des futurs, ça faisait 4 ans que ça existait, et surtout, on n'avait pas de marché électronique sur les futurs, c'était à la voix, c'était sur le parquet, puisque c'est en avril 98 que les marchés sont passés en électronique, donc l'arbitrage était beaucoup plus compliqué. Pour tout, c'était plus compliqué. Mais c'était aussi le manque de moyens, hein, le manque de capitaux. Il faisait qu'il ne pouvait même plus faire la contrepartie, enfin en tout cas pas trop. Et c'est pour ça que cette vol implicite était montée d'une manière assez importante avec Maastricht. Et le dimanche, bon, on n'est pas dans le même cas, mais c'est une histoire, mais le dimanche, le vote tombe. Maastricht, c'est oui de peu. Et du coup, le lundi, c'est un petit peu, ah, qu'est-ce qu'on fait? Le marché bouge pas trop, il monte un peu, il rebaisse. Et la vol implicite, elle s'est cassée la figure, elle est passée de 45 à 19, 20 le lundi matin, je m'en souviens très bien, parce que bon, j'avais fait un peu pareil, j'avais vendu de la voile implicite. Alors, on ne gagne pas tous les coups, hein. Euh, mais voilà, là, ça avait encore fonctionné. Quand on fait ça, il faut toujours se dire, est-ce que je veux bien être acheteur si ça baisse et est-ce que je veux bien être vendeur si ça monte? Comme on attend un choc et de la volatilité, il faut en faire peu. Parce que vous ne gagnez pas sur l'effet de levier ou par l'effet de levier ou grâce à l'effet de levier que vous avez peut-être l'habitude de faire. Vous le gagnez grâce par la volatilité que vous avez vendue. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Par exemple, dans le crack de 2020, à un moment donné, on s'est tous mis à acheter un petit peu en se disant quand même 3 4 000, on a vu, hein, 3 700, ça remonte, 4 000, ça stabilise. La vol implicite était extrêmement forte, on pouvait faire de la même manière des ventes d'options, euh, mais il fallait le faire. Bah oui, on sait que c'est peut-être presque la fin du monde qui était annoncée tous les jours à la télévision. Donc, il fallait de la même manière se préparer en se disant, bon, ben, si ça part en vrille encore, il faut que je sois capable de payer
mes indices. C'est-à-dire que à l'époque, bah, si on a un indice à 4 000, ça veut dire que le contrat c'est 40 000. Donc si j'ai 120 000 euros sur mon compte et enfin, disponible pour les contrats à terme, bah, je divise 120 000 par 40 000 et puis ça fait 3. Donc je vends 3 puts et je vends peut-être 3 calls, mais je vends 3 puts. Ce qu'on peut être aussi amené à faire, comme aujourd'hui, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu par exemple 3 puts pour 4 calls. Vous voyez? Puisque le risque, c'est quoi? C'est si ça part à la baisse, la vol monte, donc j'ai un double facteur négatif, c'est-à-dire le prix qui baisse et la vol qui monte. Alors que si ça monte, j'ai un facteur négatif qui est la hausse, qui va donc valoriser mon call, mais la volatilité implicite va baisser, la tension sera moins forte et la volatilité donc va me faire gagner de l'argent parce que je l'aurais peut-être vendu à 23, 22, 21, je ne sais pas, ça dépend du strike, mais en tout cas, elle sera peut-être à 15 rapidement, voyez-vous. Donc le risque, il faut aussi le travailler, le gérer, le contrôler par ce genre de solutions qui sont simples, hein. Autre possibilité, vous vendez le put à la monnaie ou proche de la monnaie, le call à la monnaie ou proche de la monnaie, et vous achetez, donc vous faites un spread, et vous achetez les puts plus loin et les calls plus loin, possible aussi, hein, bien évidemment. On peut mixer un petit peu dans tout cela, on peut racheter partiellement, etc. Il y a tout un tas de possibilités, évidemment. Après, l'idée, c'est est-ce que si on tombe à 6008, est-ce que je serai à l'aise et que j'ai les liquidités suffisantes pour acheter au comptant, tout simplement, ma position, pour que ma position représente le comptant. Et surtout, après, la question sera, qu'est-ce que je pense des perspectives une fois qu'on aura... alors, le pire au pouvoir, c'est évidemment le Front populaire, parce que là, ça serait la panique générale et c'est pas ce qui est anticipé par les marchés. C'est la méfiance, mais je pense qu'il y a peut-être une surprise qui sera pas si... enfin, on peut l'espérer, hein. Ça dépend ce que vous voyez, vous, ce que vous attendez. Donc, chacun se détermine en fonction de ce qu'il pense. Euh, mais avec tous les outils qu'on a, on peut faire beaucoup de choses. Et il faut essayer de le faire intelligemment, tout simplement. Je vous dis bonne journée, bon week-end et à bientôt.